On va parler d'Ansible et on va plus particulièrement s'intéresser à la gestion d'environnements multistage avec Ansible. Donc quand je dis multistage, j'entends par là environnement de développement, d'intégration, de prod, etc. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Fabien Pétry, je suis consultant chez Zenica. J'interviens principalement sur des missions de conseil et de réalisation autour de l'écosystème PHP. Et je m'intéresse aussi pas mal à tout ce qui touche à l'automatisation et au DevOps. Donc pourquoi une conf sur les environnements multistaging et Ansible? Je pense que cette citation résume pas mal en fait le problème. Qui parmi vous a déjà dit ou entendu dire une phrase de ce type-là? Donc quasiment tout le monde. Alors, en fait, ce qui se passe bien souvent, le développeur il va tester son code sur sa machine locale, tout se passe bien, ça marche, pas de souci. Le code il va être déployé sur une machine d'intégration ou une machine de prod, et là, ça casse. Ça casse, il y a un problème, on a des effets de bord. Souvent, c'est lié à un problème de version sur un package, voire carrément une dépendance manquante. Donc, le problème, c'est que les environnements ils sont hétérogènes. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ça génère des effets de bord et on est confronté à ce genre de problématiques qui sont assez ennuyeuses. Alors une des solutions, on se dit, voilà, donc on a des machines de production. La solution la plus simple serait de dire, on va filer une VM isoprod aux développeurs, à l'équipe de dev, et ils vont se débrouiller avec. Alors effectivement, ça fonctionne, sauf que en dev, souvent, on a besoin de tooling particuliers. Alors ça peut être un outil de profiling, un PHP-MyAdmin, enfin ce genre d'outils. Et ces outils-là, souvent, on n'en veut pas en prod, parce qu'ils sont inutiles, voire même dans le cas de PHP-MyAdmin, ça pose un problème de sécurité. Dans le cas inverse, on peut aussi avoir besoin de déployer une solution de monitoring en prod, et on n'en veut pas en dev. Donc en fait, l'idée, ça va être de réconcilier un peu ces deux points-là, c'est-à-dire de mettre à disposition des équipes de dev des machines à 90% isoprod, mais aussi de gérer ces cas particuliers. Alors comment on peut faire? C'est là qu'Ansible peut nous aider. Donc Ansible, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une solution d'infrastructure as code qui a pour but d'automatiser la configuration des serveurs. Concrètement, lui, son boulot, ça va être d'installer en fait tout le tooling, faire en gros des apt get install, ce genre de choses, sur les machines et de faire le boulot à votre place. Sur le principe, il est assez similaire à Chef et à Puppet. Par contre, là où il est différent de ces deux compères, c'est qu'il ne nécessite pas d'agents sur les machines cibles. On le verra tout à l'heure, mais il se connecte en SSH en fait sur les machines. Il est écrit en Python, il est porté par Red Hat sous licence GPL3. Sans rentrer dans le détail, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement pour vos projets perso ou en entreprise. Il utilise des fichiers de description YAML pour les configurations. Il est modulaire, donc en fait, ils ont quelque chose qui s'appelle des rôles. Ça permet en fait d'isoler, on va dire, la logique métier et de faire du reuse de composants. D'ailleurs, ils ont une registrie de rôles qui s'appelle Ansible Galaxy. C'est l'équivalent du Docker Hub pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça permet d'aller récupérer des rôles déjà tout faits et de les réutiliser dans vos projets. Et enfin, en tout cas pour moi, le point le plus intéressant avec Ansible, c'est qu'il est assez facile à prendre en main. La courbe d'apprentissage n'est pas très élevée. Personnellement, j'ai essayé un petit peu Puppet, un petit peu et Chef. Et en tout cas, de ce point de vue-là, pour moi, c'est un peu le jour et la nuit. En tout cas, pour un dev comme moi, c'était vraiment c'est ce qui m'a semblé le plus intuitif. Alors, on va voir un petit peu comment ça marche dans le détail. Donc, le point d'entrée, c'est les fichiers de Playbook. Donc, Playbook, rôle, vous voyez, on retrouve un petit peu des notions qu'on trouve dans les jeux de rôle, ce genre de choses. Donc, le Playbook, lui, en fait, c'est là-dedans qu'on va placer décrire l'ensemble des tâches qu'on veut exécuter sur les machines. Le Playbook, il est assez intimement lié à la notion de rôle dont on parlait tout à l'heure. Donc un rôle, en fait, c'est un module.
Le rôle, il va adresser un besoin, un métier particulier. Par exemple, vous allez pouvoir avoir un rôle pour Nginx, un rôle pour Postgre. Ça implique que quand vous créez un rôle pour Ansible, vous pensez bien justement à la réusabilité du composant, et voilà, faire en sorte de gérer un maximum de cas de figure. Autre intérêt des rôles, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser dans vos différents playbooks. Si vous avez plusieurs typologies de machines à gérer, ce genre de choses, ça vous permet de réutiliser vos composants. Donc ensuite, on a les fichiers d'inventory. Alors, les fichiers d'inventory, eux, on va y placer en fait l'ensemble des machines pour lesquelles on veut jouer notre playbook. Donc là, par exemple, ensuite, les machines, on a la possibilité aussi de les regrouper en créant des groupes. Donc ici, dans l'exemple, on a créé un groupe dev, donc avec comme une machine qui s'appelle host1, et on a un groupe de prod avec une machine host2, host3, host4, etc. Donc Ansible, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le playbook, prendre l'inventory, et ensuite il va aller jouer l'ensemble des tâches du playbook sur les machines qui sont présentes dans l'inventory. Donc pour ce faire, il va se connecter en SSH aux machines. Du coup, vous l'aurez compris, un des prérequis pour utiliser Ansible, c'est d'être capable de se connecter en SSH sur les machines cibles. Donc il se connecte en SSH sur l'ensemble des machines, il exécute l'ensemble des tâches. Alors les connexions SSH, elles sont paralysées, hein. Donc ce qui est plutôt cool si vous avez un parc de 500 machines à configurer, ça évite que ça prenne 3 heures. Donc voilà pour les grandes lignes. Pour mettre tout ça un petit peu un peu plus de concret là-dessus, je vous propose d'implémenter un exemple assez simple. Donc on va avoir deux machines, on va avoir une machine locale, une VM locale, de dev par exemple, et une machine de prod. Donc en l'occurrence, dans l'exemple, ça sera un VPS OVH. L'idée, c'est d'installer sur les deux machines un serveur Nginx, et on va considérer qu'en production, on veut sécuriser le serveur Nginx avec un certificat SSL, et que pour générer et piloter le certificat, on va utiliser Let's Encrypt. Alors ici, j'ai mis que la VM locale était portée par Vagrant. En fait, on pourrait imaginer qu'on a un slave Jenkins Vagrant, on va provisionner la machine avec Ansible, et ensuite on va packager la box Vagrant, et c'est cette box-là qu'on va mettre à disposition de notre équipe de dev, par exemple. Alors, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans le détail. Donc ici, on retrouve notre fichier de playbook. Donc, comme je disais tout à l'heure, le fichier de playbook, on va y passer en fait l'ensemble des tâches qu'on va exécuter sur les machines. Donc dans ce fichier, on aura une tâche Nginx common. Son job, ça va être d'installer Nginx sur les machines. Et une tâche deploy SSL-certs. Donc là, ça va être d'aller créer et déployer le certificat SSL sur les machines. Donc quand on regarde un peu comment c'est foutu une tâche, donc on retrouve un nom. Alors le nom, il n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, il faut qu'il soit lisible et qu'on comprenne l'intention derrière, quoi. Si jamais on lit votre playbook, il faut qu'on sache ce que vous avez voulu faire ici, quoi. Ensuite, une notion assez importante, c'est la notion d'host. En fait, ici, on va pouvoir préciser sur quel groupe de machines, donc tout à l'heure on a dit qu'on avait un groupe dev et un groupe prod, on va pouvoir préciser sur quel groupe de machines on veut lancer notre tâche. On a vu tout à l'heure qu'on voulait installer Nginx sur les deux machines, donc en dev et en prod. Donc ici, on lui précise all. Donc voilà, simplement, il va lancer la tâche sur l'ensemble des machines. Ensuite, on retrouve notre notion de rôle. Donc ici, dans cette tâche-là, on lui a dit, voilà, tu vas nous jouer un rôle d'init, qui va installer des packages utilitaires, et tu vas nous jouer le rôle Nginx. Alors ici, dans le playbook, on aurait très bien pu écrire les tâches directement, sans utiliser les rôles. Voilà, après, moi j'ai mis des rôles, c'est pour vous montrer un petit peu les possibilités de découplage d'Ansible. Donc ensuite, seconde tâche, les certificats SSL. On n'en veut qu'en production, donc dans host, on lui précise que cette tâche elle va ne s'appliquer que sur les machines du groupe prod. Et ensuite, on lui précise le rôle qu'on va jouer, en l'occurrence le rôle Let's Encrypt. Donc, on va aller voir un petit peu les fichiers d'inventory. Donc un fichier d'inventory, c'est un simple fichier .ini. Donc je le disais tout à l'heure, on peut créer des groupes de machines. Donc ici, on a créé un groupe dev et un groupe prod.
Dans le groupe dev, on a l'IP de notre machine Vagrant, et dans le groupe prod, on a l'IP de notre serveur OVH. Donc il y a des choses assez intéressantes avec les inventories. Donc on peut soit déclarer les machines par leur IP, soit par leur hostname, comme ici. On a la possibilité aussi de faire des wildcards. Donc typiquement, ici, on lui dit d'aller taper toutes les machines qui correspondent à ce masque de sous-réseau. Donc voilà, 112.2, .3, .4, etc. Et on peut aussi appliquer un wildcard sur un hostname. Alors, quelque chose d'important autour des inventories, c'est qu'en fait, Ansible permet de créer, enfin de gérer des variables par groupe. Donc c'est ce qu'ils appellent les groupes vars dans leur jargon. Donc le naming, par contre, de l'arborescence, il est assez important, parce que c'est comme ça qu'Ansible il va récupérer ses petits. Donc par convention, on a un fichier de variables par groupe de machines. Donc là, on a un fichier dev.yaml pour le groupe dev. Ici, on a deux variables custom, donc env, voilà, qui va simplement permettre de définir sur quel type d'environnement on se trouve, et une variable domain name qui va être utilisée pour le vhost nginx. Ici, on écrase une variable système qui s'appelle Ansible user. On le voyait tout à l'heure, Ansible il se connecte en SSH aux machines, donc il faut lui préciser l'utilisateur qu'il va utiliser. Moi, dans mon cas, j'ai déployé ma clé SSH sur les machines, donc j'ai pas besoin de lui préciser un mot de passe, mais voilà, lui, il a un ensemble de variables que vous pouvez surcharger pour préciser un mot de passe, préciser le chemin vers votre clé, ce genre de choses. Donc pour le groupe prod, on retrouve à peu près les mêmes infos, une variable env qui se vaut production, un nom de domaine pour nginx. Là, on a un vrai nom de domaine, ça sera important tout à l'heure pour générer le certificat, pour pouvoir jouer les challenges Lens Transcript. On trouve une variable qu'on va utiliser justement pour la génération de certificats, et on retrouve notre Ansible user. Alors, maintenant, on va aller voir un peu le cœur du système, les rôles. Donc, on trouve nos trois rôles, init, let's encrypt et nginx. Donc, le rôle d'init. Alors, un rôle, c'est pareil sur le même principe. Un rôle, c'est un ensemble de tâches. Donc, les tâches elles sont placées dans un sous-répertoire tasks et on a un fichier main.yaml. Donc, le rôle d'init, il va faire un truc tout bête. Il va aller installer git, les packages git et htop sur les machines. Donc voilà, pareil, on retrouve un nom. Ici, on a une directive intéressante, c'est become. En fait, par défaut, Ansible, pour exécuter les tâches sur les machines, il va utiliser l'utilisateur SSH qu'on lui a spécifié. Dans bien des cas, on a besoin d'activer une élévation de privilèges. Et là, le become, c'est ce que ça permet de faire. On peut lui préciser un utilisateur. Donc, par exemple, ici, on a SomeUser. Donc, si on lui dit tu utilises SomeUser, il va exécuter la tâche avec l'utilisateur SomeUser. Si on ne spécifie rien, il fallback avec l'utilisateur root. Ça veut dire que si vous faites ça, comme c'est le cas ici, il faut que l'utilisateur SSH il soit dans la liste des sudo-errors, sinon ça ne marchera pas. Donc ensuite, on a ici une directive apt. Concrètement, ça va faire un apt-get install. Donc on lui spécifie les packages. Donc là, on a mis une variable, on verra tout à l'heure pourquoi. Et on lui spécifie un état. Donc présent, ça veut dire simplement qu'il va s'assurer en fait que le paquet est installé sans trop se soucier de la version. Ici, on a précisé withItems. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va itérer, c'est un tableau en fait, de packages, il va itérer dessus pour installer les paquets. Donc il va faire un apt-get install git et apt-get install htop. Après, il est plutôt malin, c'est-à-dire que quand il voit comme ça qu'on utilise plusieurs paquets, lui, il va les agréger, il va envoyer qu'une seule commande. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils appellent les loops dans Ansible. Il y a des fonctionnalités assez intéressantes. On peut itérer aussi sur un fichier. Voilà, ça peut être pratique si vous voulez importer une liste d'utilisateurs sur les machines. Alors, on va aller voir le rôle nginx. Donc, pareil, on retrouve la même arborescence. On a notre fichier de tâches. Même principe. Donc là, première tâche, on va aller installer le paquet nginx. On passe en route. On lui donne le nom du paquet qu'on va installer. Alors, là, je n'ai pas précisé de version pour le paquet. C'est mal. C'est mal dans le sens où ça veut dire que notre tâche, elle n'est pas idempotente. C'est-à-dire que si on la repasse dans une semaine, on aura peut-être une montée de version sur nginx et on ne va pas avoir le même résultat de sortie. Donc l'idée, c'est de toujours préciser une version pour vos paquets. Voilà, donc je crois que c'est 1.11.0, un truc dans le genre. Voilà, donc ça se fait comme ça. Et le state présente.
Ensuite, on a une tâche qui va aller créer notre fichier de vhost nginx. Voilà, become true, on passe en route. Là, on a une directive template. En fait, Ansible, il embarque un moteur de template qui s'appelle Jinja 2. C'est comparable à Twig, pour ceux qui connaissent. Donc on va aller voir, donc ici, concrètement, on lui spécifie le pass vers le template, et on lui donne le répertoire de destination. Alors, un template Jinja, à quoi ça ressemble? Donc les templates, ils sont les répertoires templates, parce que ça, c'est logique. Donc là, on retrouve simplement nos deux vhosts, un vhost sur le port, qui va binder sur le port 80 et un vhost pour l'HTTPS. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, pour la directive server name, on lui passe la variable domain name. Donc c'est des variables qu'on a déclarées dans nos groupes vars. Ce qu'il va faire, en fait, c'est que s'il passe sur une machine du groupe dev, il va aller récupérer la variable domain name qui correspond au groupe dev, il va aller la remplacer dans le fichier. Donc ici, un peu sur le même principe, on fait un if, on vérifie qu'on est en environnement de production. Si c'est le cas, on redirige la connexion vers l'HTTPS. Sinon, on sert les fichiers. Et pareil pour le... Voilà. Ici, le vhost SSL, on ne le crée que si on est sur un environnement de production. Donc voilà, ici, il prend le template, il va venir l'hydrater avec les bonnes variables, il va aller copier le fichier. Ensuite, pour qu'Nginx ils prennent en compte nos vhosts, il faut qu'on le reload. Ansible, en fait, il a un système, une mécanique d'événement qui permet donc de lancer un événement et de définir un handler qui va écouter l'événement, qui va lancer une tâche en réaction. Donc ça se fait avec Notify, et là on lui dit reload Nginx. Du coup, on a créé un handler. Donc un handler, toujours pareil, hein, c'est des tâches. Hein. Là, pour le coup, le nom il est important, parce que c'est là-dessus qu'il va faire le binding. Donc là, il s'appelle aussi reload Nginx. Et voilà, on va lui dire redémarre le service Nginx. Enfin, redémarre. Reload le service Nginx. Je suis désolé, je vais être obligé d'accélérer un petit peu. Donc voilà, il a reloadé le service Nginx, et là, voilà, Nginx a pris en compte la configuration. Dernier rôle, le rôle qui va installer les certificats, je passe très vite dessus. On récupère, ici, on va récupérer les sources Let's Encrypt en utilisant le module guide d'Ansible. On lui précise le repo, le répertoire de destination, une version, et on lui dit update no, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher de nouvelles versions s'il y en a, il va rester sur la version qu'on lui a précisée. Toujours pareil, un peu dans le principe d'idempotence. On crée les certificats Let's Encrypt, enfin on crée le répertoire, et ensuite on crée les certificats. Ici, vous voyez, on parlait des variables dans les templates, mais dans les playbooks, vous pouvez aussi utiliser les variables de vos groupes vars. Alors, on va lancer notre playbook. Donc on le lance avec un binaire qui s'appelle Ansible Playbook. Avec l'option -i, on lui précise l'inventory qu'on va associer, et on lui précise le pass du playbook qu'on veut jouer. Je vais le lancer. Donc voilà, si on détaille un peu ce qu'il a fait, il a commencé par lancer une tâche de setup. Donc ça, c'est une tâche qui lance de façon implicite, on n'a pas la main dessus. Ça permet simplement de récupérer des variables sur les machines cibles. Et ensuite, ces variables, on va pouvoir les utiliser dans nos playbooks si on a besoin. Voilà, il a lancé la tâche d'init, la tâche Nginx. Donc on voit ici qu'il a bien tapé nos deux machines, hein, donc dev et prod. Il a installé le vhost. Ensuite, il lance la tâche de déploiement des certificats SSL. Et là, pour le coup, on voit qu'il ne tape bien que le VPS OVH. Voilà, et ensuite, il nous sort un récapitulatif avec le nombre de tâches qu'il a exécutées sur chaque machine. Et si on se connecte en HTTP sur nos machines, donc là, en local, on voit bien quand notre serveur Nginx répond qu'il n'y a pas de certificat. Et si on va en prod, on voit bien qu'il a créé le certificat et que le Nginx répond bien. Alors là, quand j'ai exécuté le playbook, ça a été assez vite. Ça a été assez vite parce que j'ai lancé juste avant le talk, en fait. Ça aurait pris un peu plus de temps. Par contre, ça pose une problématique intéressante, c'est que vos playbooks, il faut qu'ils puissent être rejoués X fois sans planter. Donc ça, c'est voilà, quelque chose à bien prendre en compte. C'est lié un petit peu à la notion d'idempotence, donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
Et voilà, j'ai une petite conclusion, mais j'ai plus le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il restait 5 minutes, pardon. Allez, donc il y a 5 minutes de questions, si vous en avez. Oui. C'est un peu de questions en ligne. Si jamais, par exemple, je veux changer ma config Linux, Ouais. est-ce que je peux demander à Ansible d'exécuter la tâche Linux, juste elle, pas forcément d'autres services, et est-ce qu'il y a un risque à faire ça est-ce que ça sert à faire du déploiement de configuration ou est-ce qu'on peut faire de la modification? Alors, tu peux faire de la modification de configuration. Après, si tu modifies ta configuration, vu que ton playbook il est censé pouvoir être rejoué X fois. En fait, alors, ouais, donc effectivement, j'ai pas le temps d'en parler. Mais en fait, Ansible, lui, ce qu'il va faire, c'est que avant de lancer une tâche, il va vérifier en fait l'état du système. Par exemple, pour un apt-get install, comme on a vu, il va aller faire un check, à dire est-ce que le paquet il est présent sur la machine? Oui, il est présent, je fais rien. Donc en gros, si toi tu as juste à modifier une conf Nginx, bah, le seul truc qui va changer en fait, c'est cette tâche-là, pas le reste en fait des tâches de ton playbook. Voilà, il est intelligent, il va comparer les fichiers. Pareil pour les handlers qu'on a vus pour le scène d'événement. Si t'as pas la tâche qui a lancé l'événement, elle n'a rien modifié sur la machine, lui, il ne va pas faire de reload d'Nginx. Voilà. Il y a d'autres questions? Donc quand tu fais une mise à jour, par exemple de la version de ton Nginx, Ouais. tu modifies ton fichier Ansible, Mm. et automatiquement il est capable de remettre à jour les paquets sur tes différents. Ouais, c'est ça. Lui, il va prendre la bonne version. Après, comme on le voyait, là, si on précise rien, il va prendre un latest. Mais effectivement, si tu précises une montée de version, il va reconnaître. En fait, il va se dire j'ai le paquet. Par contre, j'ai pas le paquet à la version qu'on me demande. Du coup, bah, je vais rejouer ma tâche. Ouais. Il gère le life cycle, il sait par exemple arrêter le service ou démarrer le service. Oui. Alors ça, je t'avoue que j'ai pas été détaillé, mais je pense qu'il finalement il lance un apt-get install, donc c'est l'apt en fait qui va s'occuper de gérer ce genre de cas. Par contre, après, une fois que tu as fait des modifications, si tu veux relancer ton service ou le redémarrer, là, par contre, il faut que tu lances un événement et que tu aies un handler derrière qui va aller redémarrer ton service. Sinon, il ne le fera pas tout seul. Est-ce que ça gère le load balancing, par exemple, si je veux mettre à jour une partie de mes machines, Ouais. je mon flux avec un rachat sur le reste des machines, et ensuite je fais la mise à jour sur l'autre. Est-ce que ça peut faire des choses comme ça? Tu veux dire qu'il mettrait à jour qu'une partie de ton pool de machines et pas l'autre, c'est ça? Exactement. Pas une partie, ensuite je redirige mon flux vers la partie qui est à jour, et puis je mets à jour l'autre partie. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est que tu auras un gros parc de machines en fait, donc soit tu gères ça avec des groupes, comme on a vu, soit si c'est un problème de performance et que tu as peur que ton nœud Ansible il pète, tu peux lui dire je t'autorise à faire X commandes en simultané. Et au-delà, tu vas pas aller faire des paquets de commandes. Par exemple, il va aller taper 100 machines, tu as mis une limite à 100, puissant, puissant, puissant. Mais a priori, j'ai regardé un petit peu, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas trop de problématiques. Voilà, faut juste faire attention à ne pas envoyer trop de requêtes en simultané, pour pas que ton nœud il pète. Mais voilà, tu peux limiter le nombre en simultané, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ou gérer avec ton système, avec ton inventory. C'est une question. J'ai vu dans un de tes fichiers de configuration, là, il y a un Ansible Python interpréteur, donc il faut être un Python 3. Ouais. C'est en quelle version de Python et comment ça se passe quand sur la machine cible, il y a du Python 2 par exemple? Alors en fait, justement, là où j'ai un peu triché, c'est que j'ai récupéré en fait une machine vagrante que j'avais déjà. J'ai pas été récupérer la même version d'Ubuntu que j'avais en prod. Donc ça, je l'ai pas dit évidemment. Et en fait, sur les dernières versions d'Ubuntu, elles sont livrées avec Python 3. Ansible, lui, par défaut, il travaille avec Python 2, mais il est compatible Python 3. Donc en fait, il va aller chercher en fait, l'exécutable en ces user bin Python. Du coup, quand on est en Python 3, on est obligé de lui préciser en fait, le bon pass vers l'exécutable Python. C'est pour ça que j'avais, juste en prod, effectivement, j'avais cette variable système que je surchargeais. Oui. Là, du coup, quand tu es en dev, depuis ta machine de dev, tu peux lancer tes scénarios Ansible, tout ça. Ouais. Par contre, quand c'est un autre environnement, Ouais. est-ce que c'est lancé depuis un poste d'Ansible ou est-ce que tu délègues ça vers un outil
Alors en fait, Ansible, ils ont quand tu vas aller un peu plus loin et gérer des environnements, enfin des parcs de machines un peu plus gros, en fait, ils proposent une solution qui s'appelle Ansible Tower, qui permet de piloter tout ça. Honnêtement, je vois à peu près ce que ça fait, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Sinon, après, ton Ansible, tu peux l'installer sur n'importe quelle autre machine, tu peux automatiser le lancement du playbook, tu peux avoir un slave Jenkins qui va faire ça, enfin, il y a pas mal de solutions, mais vraiment pour la partie grosse infra, ouais, il y a Ansible Tower. Plus de questions? Pardon. Ouais, donc ce que je disais en début de conf, en fait, ils ont l'équivalent du Docker Hub, ça s'appelle Ansible Galaxy. Voilà. Et là, c'est vraiment le même principe. Merci, bonne keynote de fin de session.